ça y est. Ah, il se c'était prévisible. Les Français champions du monde, s'ils ne réussissent pas, voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il y va, Et il passe. et il se touche, Quel et con. il s'accroche, et Merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Barbecue F1 avec Radio Merguez & Co. Écoutez, c'est le 8e épisode de cette saison 2021 et nous sommes au Castellet en train de déguster un petit Ricard en terrasse depuis laquelle on a observé ce 7e Grand Prix de la saison. Et oui, c'était le Grand Prix de France. Et avec moi autour des cacahuètes et du seau à glaçons, on va retrouver nos amis et notamment Gerhard Berger. Comment ça va, Gerhard ? Salut à tous, ça va très bien, ça va très bien. On a eu un beau soleil pendant tout le week-end, surtout pendant la course. Pas trop à côté, mais pendant la course, c'était bon. Et puis on retrouve aussi Charles Carrefour. Salut à tous, ouais, très bon week-end. Bon, dimanche matin pluvieux, mais ça a permis une bonne course le dimanche après-midi. Et puis, troisième larron pour l'instant, Niki Lambda. Oui, bonsoir à tous. Toujours au top ? Donc, ouais, toujours au top. Et puis, on a passé un bon week-end, il y a eu du spectacle, donc voilà, la sieste dominicale, c'était pas pour ce week-end. Ouais, c'est les grillons du Castellet t'ont empêché de dormir. Des gros grillons, ouais. Des gros grillons. Et puis, nous rejoindra peut-être en cours d'émission notre cher ami Fernando Gaspacho qui est en cours qui est en voyage là, mais qui va peut-être arriver au milieu de nos discussions autour justement de ce Grand Prix du Castellet, circuit Paul Ricard. Donc on peut dire en deux mots que c'était censé être c'est un circuit qui est censé favoriser les Mercedes, en tout cas sur le papier, c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Et on va entrer directement dans le vif du sujet en parlant des qualifications. Je vais juste présenter un peu ces résultats de qualification, puis on va dire un peu ce à quoi on pouvait s'attendre à la fois au début des qualifications et puis pour ce Grand Prix. Donc c'est des qualifications qui ont été marquées quand même par deux accidents. Le premier accident de Tsunoda au premier virage de Q1, donc accident assez étonnant, et puis aussi un accident de Schumacher en fin de Q1 qui a entraîné notamment le fait que Stroll n'a pas pu se qualifier et est parti en fond de grille. Donc au final, des qualifications dominées par Max Verstappen qui prend la pole position, alors que ça faisait 2 Grands Prix d'affilée où c'était Ferrari en la personne de Charles Leclerc qui prenait la pole. Là, cette fois-ci, c'est bien Verstappen de la tête et des épaules, on peut dire, et puis suivi de Hamilton et Bottas en 3e place, 4e position occupée par Pérez. Donc on avait quand même les 2 grosses top écuries en tête. Et puis derrière, on avait 5e Sainz, 6e Gasly encore performant en qualification, 7e Leclerc, 8e Norris, 9e Alonso, une Alpine quand même qui a réussi à se hisser en Q3, et puis 10e un Ricciardo. Et voilà, on retrouve encore une fois 11e Ocon qui n'a pas réussi à passer la barre de la Q2. Je vais commencer par Charles Carrefour. Qu'est-ce que toi tu pensais déjà à la base de ce Grand Prix ? Qu'est-ce que tu attendais sur, on va dire, la performance pure et les qualifications ? Et est-ce que tu imaginais de ce qu'il allait se passer en course ? Je pensais pas que les Mercedes allaient autant galérer sur un circuit dit typé pour elles, surtout quand voilà, Hamilton est vainqueur des 2 dernières éditions. Je m'attendais au moins en essai libre qu'elle galère pas trop. Et puis au final, Verstappen a encore semé le trouble, et ce qui a permis quand même d'avoir une qualif plutôt pas mal. À noter la 3e fois de Tsunoda qui fait déployer un drapeau rouge en qualification entre Émilie-Romagne et Azerbaïdjan. Donc cette année, il permet aux qualifications de donner un peu de piment, quoi. C'est un peu ça pour le moment. Tout à fait. Ok, et donc toi, à l'issue, en voyant Verstappen en pole, suivi des 2 Mercedes et 4e position Pérez, quoi, tu t'attendais à quoi ? À ce que les Mercedes en course fassent leur preuve, ou t'étais pas
Qu'est-ce que tu pensais? Je pensais quand même que Verstappen allait pas louper son premier virage et allait permettre de mener son train comme il fallait en course, en voyant qu'il allait être premier. Mhm. Et que les Mercedes allaient pouvoir avoir un rythme correct, mais en essai libre, ils n'avaient pas non plus un super rythme, donc on savait très bien que la pole position allait être vraiment déterminante pour eux, quoi. Ok. Bah, et toi, Gerhardt, voilà, ces qualifications t'inspiraient quoi? Est-ce que on n'avait pas le sentiment quand même que Mercedes était quand même c'est en train de devenir de plus en plus difficile sur un Grand Prix qui était taillé pour eux? Non, moi je suis pas trop d'accord. Alors après, j'ai pas suivi l'ensemble du week-end non plus en détail. J'ai pas trop suivi les essais libres, hein. J'ai regardé les qualifs et la course. Mais au vu des qualifs, moi au contraire, j'ai plutôt vu des Mercedes qui reprennent un peu le dessus. Alors effectivement, elles n'étaient pas en pole. Effectivement, elles sont quand même assez loin de Verstappen, mine de rien. Mais elles sont confortablement devant Perez. Et surtout, on se retrouvait avec un Bottas qui, après avoir échangé les châssis avec Hamilton pour le week-end, quelque chose à souligner, c'est-à-dire que ce week-end-là, en fait, les deux voitures ont échangé leur châssis. Yep. Donc Bottas, on le sentait quand même plus confortable que les derniers Grands Prix qu'on a pu observer. Donc non, je sais pas. On sait que ça allait être serré. Je m'attendais pas forcément à voir une Mercedes des Mercedes qui soient vraiment en retrait. Et au vu des qualifications, elles sont derrière, elles sont pas en pole, mais elles sont pas massivement loin, et surtout elles peuvent être à deux contre Verstappen qui était en pole. Donc non, moi j'avais plutôt de bon espoir sur au moins une tête de course qui puisse être intéressante à regarder. Ok. C'est effectivement ce qu'on a pu observer. D'accord. Et toi, Niki, un petit sentiment peut-être sur Ferrari, je ne sais pas, sur les autres écuries en dehors de Red Bull, Mercedes? Ouais, alors pour l'aspect Red Bull Mercedes, moi je rejoins complètement le point de vue de Gerhardt. C'est vrai que voilà, ça promettait une belle bagarre entre les deux écuries avec voilà les deux Mercedes intercalés à la 2e et 3e place. Qu'est-ce que j'avais noté moi sur les qualifs? Gasly, hein, qui voilà, bon, il a aussi confirmé en course, mais voilà, il fait P6, c'est ça sur les Oui, c'est exactement, ouais. 6e. Donc voilà, c'est quand même très très costaud. Il s'intercale justement, il est entre les deux Ferrari. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a, du coup, on en reparlera, je pense, dans les points positifs de la course. Mais j'avais noté quand même McLaren qui est vraiment en fond de Q3, qui finit 8e et 10e. Voilà, qui ont l'air d'avoir eu un peu de mal sur le début du week-end. Et puis après là, on arrive vraiment après sur la fin de course. Mais moi, j'étais très très déçu de Raikkonen, qui fait 17e. Alors après, j'ai pas suivi. Est-ce qu'il a été gêné par l'accident de Tsunoda ou Schumacher? Je sais pas. Mais Raikkonen 17e pendant que Giovinazzi fait 12e, enfin fait P12 ou P13, je sais plus. Kimi, là, ça devient quand même problématique. Et voilà, moi j'ai une petite tendresse pour Alfa Romeo. Ça fait quand même du mal de le voir très très loin comme ça en fond de grille, quoi. C'est ça. On peut aussi parler d'Aston Martin qui n'était pas forcément avec des performances de dingue sur ces qualifs, avec un Vettel en 12e place et puis un Stroll, comme je l'ai dit, qui suite à l'accident de Schumacher a pas pu finir faire son tour de qualif pour la Q3 qui peut avoir tiré en 19e place. Ok. Bon on va parler de la course alors. Vas-y, Gérard. Un petit point avant. À noter quand même la 15e place sur la grille de Mick Schumacher, qui est quand même une performance. Alors effectivement, c'est un peu lui qui raccourcit la Q3 parce que du coup, il déploie un drapeau rouge avec son trash. Je crois que c'était un drapeau rouge qu'il a fait. Mais c'est quand même une as en 15e position de la grille, quoi. C'est un concours de circonstances, mais c'était assez fou à voir. Et une autre chose aussi, c'est qu'en fait, Stroll, je pense qu'il a dû être repêché par les commissaires pour pouvoir partir le lendemain sur la grille, parce que je pense pas qu'il respectait la règle des 106%, vu qu'en fait, il a pas vraiment fait de tour de qualif. Étant donné que le tour qu'il a commencé, il a très rapidement abandonné parce qu'il s'est fait gêner, et puis après, il s'est retrouvé avec les deux drapeaux rouges, et en fait, il a jamais vraiment fait de tour. Donc c'était des qualifications qui étaient
assez en montagne russe pour au moins la Q3 et qui a effectivement dû libérer des places pour Russell qui passait du coup en Q2 assez facilement et laisser en fond de grille des personnes qu'on aurait pu attendre au moins en Q2, Tsunoda et potentiellement Stroll aussi au vu des performances des coéquipiers. Après, peut-être qu'ils avaient envie de finir rapidement cette histoire de pouvoir regarder la deuxième mi-temps de France-Hongrie, quand même, parce qu'avec ce but hongrois quand même qui quand même a donné quand même un peu de palpitant à ce match de championnat d'Europe. Mais bon, c'est peut-être un autre sujet. Charles, tu voulais dire un truc, je pense, sur Schumacher. Vas-y. Pour info, ça faisait 12 Grands Prix que Haas n'était pas rentré en Q2. Donc, ça faisait quand même une éternité. Hein. Ça faisait une demi-saison, grosso modo. Donc c'est pas rien. Et c'est quand même à noter. Bon, c'est dommage qu'il puisse pas se faire la Q2. Bon, ça permet juste à Russell de finir 14e au lieu de 15e en Q2. Quoi. Grosso modo, c'est un peu ça. Ça reste une Q2 qui coûte cher, je pense, hein, parce que la voiture, il a fallu la reconstruire et dans un contexte de budget cap, ils ont, je sais pas combien les sponsors leur ont payé pour être une Q2, mais c'est possible qu'ils. Même en essai libre, on a vu Red Bull éclater un aileron du bargeboard et demander au directeur de course s'il pouvait le récupérer à la fin de la séance parce qu'ils étaient limités avec cette pièce-là, quoi. C'est quand même très rare, surtout dans Red Bull. C'est terrible de voir la Formule 1 s'appauvrir comme ça. Franchement, mais par contre, comme disait Charles tout à l'heure, ça fait c'est en grande partie grâce à Tsunoda, mais voilà, grâce à Schumacher aussi qui s'est planté plusieurs fois. On se rappelle de Leclerc à Monaco. Ça fait quand même plusieurs grands prix de suite où on a des qualifs qui sont très animés, du coup, qui nous réservent des surprises sur les positionnements sur la grille, mais aussi des essais libres. Et on voit pas mal de crash quand même pendant les essais libres et tout, avec parfois pas mal de dégâts. Et c'est un peu étonnant comme on vient de le dire. Quand on sait que les équipes en plus sont toutes en train d'un peu de réduire les coûts, etc. De voir les pilotes se donner à fond et puis d'éclater de la voiture à chaque week-end, c'est un peu. Mais c'est vrai que tu as raison, mais je pense qu'on en avait déjà un peu parlé sur l'émission précédente, sur le fait qu'effectivement, oui, pendant les essais, on voit des crashs, on voit des accidents, peut-être des pilotes qui sont plus à la limite et qu'au final, en course, puisque là, par exemple, sur ce Grand Prix, et c'est ce dont nous allons parler maintenant, on n'a pas vu, il n'y a pas eu d'accident. Et on voit rarement des accidents, même entre pilotes, c'est assez rare. Donc oui, ça peut être un bon sujet de discussion. Mais bon, passons à la course maintenant. Et effectivement, cette course a été finalement pas si concluante que ça pour Mercedes, puisqu'on a vu la victoire de Max Verstappen qui s'est imposé aux dépens d'Hamilton. Alors avec un Max Verstappen qui était parti en pole position et qui s'est raté au premier virage, comme l'avait un peu spoilé Charles Carrefour. Non, mais pas de souci. Et puis derrière, effectivement, c'est Hamilton qui a occupé la tête de ce Grand Prix. Et puis avec une stratégie d'arrêt particulière, sur laquelle on va revenir, au final, Red Bull a réussi à repasser en tête de ce Grand Prix. Mais tout à la fin, ça a été assez chaud pour Red Bull. Et donc victoire de Verstappen, deuxième place d'Hamilton, troisième place de Perez. Et une quatrième place de Bottas. Donc au final, les positions en fait des duos se sont inversées par rapport à ce qu'il y avait sur la grille. Et puis derrière suivent les McLaren de Norris et Ricciardo et une 7e place de Gasly, encore une fois, un Gasly solide. 8e Alpine avec Alonso, 9e Vettel, 10e Stroll. Et puis après, dans les choses notables qui se sont passées, c'est qu'aucune Ferrari ne remporte des points ce week-end. Donc voilà, écoute, je vais demander à Gerhard un peu ce qu'il a pensé de tout ça. Je pense qu'on a une stratégie d'arrêt qui a favorisé Red Bull pour une fois. Sur le début de saison, on avait plusieurs fois vu Mercedes s'imposer, on va dire, grâce à la stratégie. Là, c'est Red Bull qui, quand même, a nettement fait la différence grâce à ça. Et puis aussi, dans les faits notables, comme j'ai dit, Ferrari complètement à la ramasse sur ce week-end. Gerhard. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est que le Castellet, c'est quand même un circuit où en général on s'attend à avoir une grosse purge de Grand Prix et que mine de rien, contre toute attente, on n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu de safety car, on n'a pas eu de drapeau rouge et c'était un Grand Prix qui était ouf. Donc c'était vraiment un peu à l'antipode du circuit anthropique pour reprendre la dénomination de
de discussions sur le groupe WhatsApp où on a des discussions très sophistiquées sur le groupe WhatsApp. Très sophistiquées, très anthropiques aussi. Ouais. Mais non, c'était vraiment l'antipode de ce qu'on avait pu voir à Bakou, où finalement il se passe vraiment pas grand-chose pendant la course et on a 2 tours qu'on fait en apnée à la toute fin. Là, au contraire, j'ai l'impression que c'était de l'apnée plus marathon où on prenait quelques respirations de temps en temps, mais on était vraiment toujours tenu en haleine. Et surtout, c'était pas que le début, c'était pas que la tête de la course, c'était vraiment tout le midfield aussi qui s'était allé vraiment sur beaucoup d'écuries et qui ont un peu tourné au fur et à mesure de circuits. Effectivement, on pourrait y revenir et les Ferrari qui n'ont vraiment pas montré beaucoup de choses ce week-end et c'était même plutôt désolant de voir le chemin de croix qu'ils ont fait surtout de la course. Mais des McLaren qui partaient pas forcément très bien, qui finalement s'en tirent très 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 bien, des Alpine qui étaient plutôt satisfaisantes aussi, des Aston Martin qui ont sauvé les meubles très correctement, je dirais. Oui. Et voilà. Et donc c'était un peu un circuit à l'antipode de choses qu'on a pu voir à Bakou et qui était tout aussi intéressant dans un style complètement différent. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, il y a juste un petit truc que j'aurais voulu voir, c'est qu'en fait, on s'est beaucoup focalisé sur la tête de course, en particulier la réalisation du Grand Prix, alors que quand on regarde entre la 6e place de Ricciardo et la 9e place de Vettel, il y avait aussi un très beau combat qui se faisait dans un mouchoir de poche. Donc, okay. Ça c'est un écueil. Ça, c'est, si je peux me permettre, c'est une remarque qu'on a déjà faite en début de saison. Et la Real se focus énormément vraiment sur la tête de course. Et c'est vrai que parfois, on peut passer à côté de certains duels, de certaines passes d'armes qui peuvent être intéressantes. Et c'est vrai que peut-être 75% du Grand Prix, c'est focus sur la tête de course, quoi. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on fait cette remarque cette saison. Cela étant dit, c'était quand même intéressant dans la tête de course. C'est juste que, et je trouve que la relation de la Formule 1 s'est beaucoup améliorée au fur et à mesure du temps, en particulier depuis que le groupe Liberty Media, je crois, a repris. Tout à fait. Et en fait, la relation n'est plus confiée. Bon, à part Monaco, on a pu voir la catastrophe que ça a été. À part, je crois que Monaco, c'est le seul Grand Prix qui a sa réalisation qui est spécifique et qui n'est pas faite par Formule 1. C'est le Prince Régnier qui réalise directement. Exactement, ouais. Et il filme que Charles Leclerc et quand il court pas, du coup, c'est un peu compliqué. Mais je trouve qu'ils avaient fait beaucoup de progrès pour justement montrer des batailles qui n'étaient pas forcément que la tête de course ou Grand Prix d'Espagne, pas montrer que les pilotes espagnols ou Grand Prix de France, que les pilotes français, etc. Donc je trouve que c'est un peu dommage parce que ça perd un peu de l'attrait que pourrait donner la Formule 1 et en particulier tous les combats qui ne sont pas forcément en tête de course. Après, c'est pas facile, malgré tout. Il y a 20 voitures sur le circuit. Il y a un certain nombre de virages, un certain nombre de lignes droites. Il y a plein d'actions simultanées. Donc, difficile de pouvoir suivre tout ce qui se passe sur un Grand Prix sur lequel, effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Toi, ton sentiment, Charles, peut-être on va commencer par se focaliser sur ce duel Red Bull-Mercedes. Red Bull sort quand même assez grand vainqueur sur cette course. Est-ce que on n'aurait pas senti Mercedes un peu impuissant ou un peu à bout de force face à Red Bull sur ce week-end? Je dirais pas à bout de force, je dirais peut-être plutôt impuissant. On l'a bien vu, Red Bull a un aileron ultra déchargé dans les lignes droites, ça allait super vite, alors que Mercedes était à la rue en fin de ligne droite, et ça a permis vraiment de gagner des dixièmes qu'il fallait, et puis ils ont fait une stratégie, un undercut qui a permis vraiment de gagner des secondes. C'est même pas des dixièmes, c'est des secondes, et là, pour le coup, on comprend pas pourquoi Mercedes n'a pas couvert la stratégie de Red Bull et celle surtout de Verstappen. Ils ont fait sûrement un tour de trop, ce qui a mis un gros gap en fait, surtout après pour le deuxième relais, et il était trop tard après pour couvrir le deuxième pit stop de Verstappen, quoi. Il avait déjà 3 secondes de retard, il était à 3 secondes, donc ça servait plus à rien de passer aux arrêts, parce que dans tous les cas il ressortait avec 2 secondes voire plus après si Hamilton repassait au stand, quoi. Donc effectivement là ils ont fait ce qu'ils avaient pu, même Hamilton le dit en fin de course, on a fait ce qu'on a pu, et même l'ingénieur le dit, P2 c'est
Oui, on sauve les meubles et Mais ils sont excusés, hein, l'ingénieur de Mercedes Ouais, s'est excusé auprès d'Hamilton sur la stratégie. Effectivement, mais pour moi, on a un peu un miroir, il me semble, par rapport à ce qu'avait fait Red Bull en début de saison sur certaines courses et certaines configurations relativement semblables, où ils étaient un peu au final sur la défensive, ils savaient pas trop s'il fallait qu'ils suivent la stratégie qu'utilisaient Hamilton et Mercedes, et au final là, ça a un peu foiré du côté du côté de Mercedes. On a entendu aussi Bottas s'énerver et ne pas comprendre pourquoi ils ne faisaient pas eux non plus la stratégie à 2 arrêts. On a vu cette justification de Toto Wolff qui lui il aime pas trop. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui dit facilement qu'il a fait une connerie. En tout cas, il a dit que c'était la faute de Bottas s'ils n'avaient pas fait la stratégie à 2 arrêts puisque Bottas avait fait un blocage de roue. Et que derrière, il s'inquiétait de l'état de ses suspensions et par conséquent, ils avaient déclenché plus tôt que prévu le premier arrêt en course. Bon, c'était un peu histoire de dire que non, il s'était pas trompé, que Bottas pouvait pas avoir raison. Est-ce que Niki, Red Bull, c'est bon, ils ont pris l'ascendant. Là, on va dire que maintenant, ils sont passés de chasseurs à chasser. Est-ce que c'est Hamilton qui va courir derrière Verstappen Comment tu sens les choses? Dire est-ce que ça va continuer comme ça toute la saison, c'est difficile, mais ça en prend le chemin en tout cas. Quand tu parlais tout à l'heure de Red Bull qui subit la stratégie Mercedes, je crois que c'était en Espagne, hein, je crois que c'était à Barcelone, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai que là, ça fait au moins 2 grands prix de suite où c'est du coup c'est l'inverse qui se passe, c'est vraiment Mercedes qui subit la loi de Red Bull et je veux dire ça fait un petit peu plaisir parce que voilà ça apporte un peu de renouveau, un peu de fraîcheur aussi. Voilà, on n'était plus trop habitué à ça. On a Pérez aussi voilà qui la Pérez qui double Bottas. Enfin voilà, il s'est vraiment remis au niveau et c'est vraiment maintenant un vrai équipier pour Verstappen. Donc je pensais que c'est pas non plus dramatique. Mercedes finit 2 et 4, mais voilà, petit à petit, Red Bull commence à grappiller des points et justement le fait qu'on ait des communications un petit peu bizarres là de la part de Toto Wolff, qu'on ait Bottas qui s'énerve, Hamilton qui s'énerve beaucoup sur les derniers grands prix, etc. On sent que là la pression a un peu changé de camp et on sent vraiment voilà que Mercedes sont sous pression et qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent avec les voitures, quoi. Ok. Gerhard, est-ce que là, on a justement, Nika a parlé un petit peu de Pérez, on a évoqué le cas de Bottas aussi qui a posé des questions sur la stratégie Mercedes. Qu'as-tu pensé des courses un peu des coéquipiers ou des seconds couteaux de ces top écuries? Au final, là, quand même, c'était pour le coup une vraie course à 4. Ce qui avait pas forcément été trop le cas depuis le début de la saison. On avait soit un Pérez qui faisait sa course mais qui partait de loin parce qu'il n'avait pas trop réussi ses qualifications, soit un Bottas qui avait un problème d'écrou ou un problème de on ne sait quoi qui faisait qu'il était un peu loin. Là, c'était quand même une configuration à 4 véhicules. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et on a vu la masterclass de Red Bull par rapport à Mercedes. Parce qu'en fait, quand on regarde la course, donc effectivement, Verstappen part en pole, très rapidement perd sa première place. Hamilton est devant. Verstappen est très proche de lui quoi qu'il arrive. Bottas est très proche de Verstappen aussi. Et en fait, Pérez est assez loin et on se dit oh là, il n'arrive pas à suivre le rythme. Donc on a encore un Pérez qui est pas vraiment au niveau pour reprendre Red Bull. En fait, pas du tout. C'est là où je pense que Red Bull ont été vraiment très bons et beaucoup plus créatifs que le clan Mercedes, dans la mesure où ils ont essayé de décaler les stratégies entre Pérez et Verstappen pour que justement Pérez puisse aller plus loin, faire le bouchon entre guillemets quand tout le monde a pité, de permettre à Verstappen de pouvoir revenir. Mais en fait, la stratégie comme ça, un peu décalée, a vraiment très bien marché parce que lui, il a pu continuer beaucoup plus longtemps en ayant un petit peu économisé ses pneus et changer quand tout le monde commençait déjà à avoir du mal avec leur second set de pneus. Lui avait un set tout neuf et c'est là où il a pu vraiment reprendre l'ascendant et aider Verstappen à remonter les deux Mercedes. Donc non, moi je trouve que c'était vraiment très très bien joué de la part de l'écurie, de la part des deux pilotes.
que ce soit Verstappen ou Perez, parce que Perez avait un vrai rôle là-dedans aussi. Perez jouait pas du tout la victoire, il jouait vraiment le coéquipier qui allait permettre à Verstappen d'aller chercher la victoire. Au final, c'est Red Bull en 3 avec le meilleur tour pour Verstappen, donc un point en plus de grappiller. Derrière, avec une stratégie Mercedes que je trouvais un peu sclérosée, on commence un peu ça commence à fatiguer, quoi. Je pense qu'il faut qu'il se renouvelle un petit peu. J'ai souvent critiqué Bottas. Je trouvais qu'il avait vraiment raison quand il leur a dit à un moment, mais les mecs, il faut absolument qu'on fasse un deuxième arrêt aussi, nous aussi. Il a pas l'air d'avoir été écouté. Moi, je me demande si Bottas n'a pas été laissé en piste pour justement essayer de faire un peu le bouchon lui aussi et de permettre à Hamilton d'aller chercher la victoire au bout de la corde. Je pense que ça sera jamais dit ouvertement, mais ça semblait quand même assez visible, il me semble, cette stratégie. Bon, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de ses faits de course, mais bon, c'est vrai que Verstappen a doublé Hamilton dans l'avant-dernier tour, au bout de cette ligne droite et avant la chicane, et puis à l'aide du DRS. Et puis, il y a eu ce dépassement quand même auparavant de Perez sur Bottas, sur lequel il y avait plus ou moins une question de pénalité potentielle sur un Perez qui était sorti des limites de la piste ou pas. Et derrière, c'est l'explication que Mercedes a donnée pour ne pas avoir tenté justement le meilleur tour en la personne de Valtteri Bottas. Charles, est-ce que quand même, on peut pas se dire que plutôt qu'une histoire de stratégie, c'est quand même aussi les performances des Mercedes qui sont un peu à discuter, parce que justement, on a vu que Lewis Hamilton n'avait pas du tout réussi à s'envoler devant après avoir récupéré la première place. Au final, Verstappen était derrière lui et puis il a peut-être au final préservé ses pneus en roulant sans trop forcer, alors qu'Hamilton, lui, il n'arrivait pas à faire la différence. C'est pas ton sentiment ? Je dirais que la stratégie se fait en fonction de la performance de sa voiture et de la voiture des autres aussi. Du coup, ils étaient pour le coup pas maîtres de leur stratégie dans le sens où il y avait plus fort qu'eux ce Grand Prix-là, quoi. Donc, la stratégie, ils l'ont un peu subie, je dirais, dans le sens où ils ont couvert la stratégie de Red Bull au premier arrêt et après ils pouvaient plus rien faire. Donc en fait, la performance de la voiture ne permettait pas d'aller chercher, de pousser au maximum la voiture, enfin la perfo. La perfo, je pense que Lewis Hamilton en a tiré le max qu'il pouvait. Il a quand même tenu 50 tours, jusqu'au 50e tour, quoi. Donc même si Bottas aurait pu faire mieux le bouchon, en grosso modo, ça aurait peut-être pu tenir jusqu'au 51e. Mais pour le coup, c'était l'inverse du Grand Prix d'Espagne où il y avait une réelle différence au niveau des pneumatiques en fin de course, et du coup, ce qui a permis à Verstappen de passer sans trop de soucis. Et clairement, Hamilton, avec la voiture qu'il avait, la performance qu'il avait, la stratégie, elle était assez simple pour le coup à faire. Et surtout l'undercut qui était énorme. On l'a vu avec Daniel Ricciardo, qui a pu passer Gasly et Sainz sur son arrêt. Quand même, c'est énorme, quoi, alors qu'il était quasi une seconde derrière, et doubler deux voitures en deux tours, en un tour, quoi. C'est pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je pense beaucoup d'écuries avaient sous-estimé. Ok. Bon, on a beaucoup évidemment parlé de Red Bull et Mercedes, les quatre voitures de tête, mais c'est maintenant le moment de parler des franchises. Et effectivement, c'était une course où on voit un Gasly classé 7e, on voit une Alpine 8e, et on voit un Ocon en 14e place. Alors, on n'a pas parlé de ça en présentation de ce Grand Prix, mais Ocon vient de prolonger son contrat jusqu'en 2014 chez Alpine. Et là, crack boom, derrière, Grand Prix de France, son Grand Prix et 14e place pour Ocon sur Alpine, puis en Alonso en 8e place. Niki, qu'est-ce que tu as pensé des performances de cette écurie française sur leur circuit ? Un peu moyen. Mais j'ai l'impression que malheureusement, on se répète un petit peu depuis le début de la saison. C'est que Alpine, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que souvent, tu as un pilote qui fait des performances correctes. Enfin, je veux dire, P8 pour Alonso, c'est pas mal. Franchement, ils sont dans les points. C'est pas déconnant du tout. Mais le l'autre côté de la pièce, tu as Ocon qui finit 14e.
que t'as pas vu du tout du week-end et que qui avait l'air complètement impuissant. Et c'est vraiment des performances qui sont en demi-teinte, et je trouve ça très difficile en fait d'analyser un peu leur en fait c'est difficile d'analyser, je trouve, cette écurie parce que d'un week-end sur l'autre tu sais pas à quoi tu vas avoir droit, que ce soit au niveau de la voiture, au niveau des pilotes, au niveau des stratégies. C'est vraiment un peu variable. Donc moi c'est vraiment comme ça que je vis depuis le début de la saison. J'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer parce que tu arrives le vendredi ou le samedi, tu sais pas à quoi tu vas avoir le droit. Est-ce que ça va être Ocon qui va être plutôt en forme? Est-ce que ça va être Alonso? Est-ce que les voitures vont bien fonctionner? Finalement, ils repartent avec des points. P8, c'est, comme je disais, c'est loin d'être déconnant. Mais voilà, il y a toujours ce mais en fait avec Alpine, malheureusement. Ok, bon, là, on peut quand même dire que Alpine actuellement est 7e au championnat constructeur avec 29 points. Le 8e, c'est Alfa Romeo qui a 2 points. Et devant, on se retrouve avec Aston Martin 40, Alpha Tauri 45. Gerhard, écoute, est-ce que tu as ce sentiment que Ocon a fait le maximum encore une fois? C'est ça la grande question, c'est est-ce qu'il a fait le maximum? Est-ce que déjà visiblement 2024, c'est le maximum pour son contrat? Je sais pas. C'est le maximum que tu puisses attendre aujourd'hui, un contrat. D'accord. C'est la recherche du maximum avec Ocon. Non, mais lui-même le dit. Hein, ils ont une week-end qui était. Alors moi, ce que je comprends pas avec Alpine, j'ai pas suivi les essais libres, mais j'ai vu les résultats et je trouvais qu'en essais libres, ils avaient des très bonnes perfs. Et souvent, c'est ça avec Alpine. J'ai l'impression que ils se sortent les doigts en essais libres, mais dès que vient les qualifs et dès que vient la course, il n'y a plus personne du tout. Je pense qu'il faut que quelqu'un leur explique que les points, ça se récupère pas pendant les essais libres et que ça sert à rien d'aller faire des grosses perfs en essais libres dans la mesure où on n'est pas capable de rapporter des points pendant la course. Mais au-delà de ça, je pense que c'est peut-être pas que Alpine non plus. Hein. Je pense que toutes les écuries ont été prises de court par les pneus. Par les pneus et par la vitesse de dégradation des pneus auxquels ils ne s'attendaient absolument pas. Alors, j'ai pas vraiment d'explication et j'ai entendu dire que c'était possible que la pluie le matin ait changé les conditions de la piste et que du coup c'était pas les mêmes conditions que pendant les essais, pendant les qualifs, et que du coup ils avaient pas les bonnes data pour bien estimer les trucs. Bref, à la fin de la journée, tu faisais 2 tours avec des pneus et puis c'est bon, il fallait les changer directement. Je trouve que c'était un peu bizarre. Et de la même manière, il y a un moment un graphique qui me fait toujours rire, c'est les petits graphiques AWS qui à la mi-course sur déjà le deuxième set de pneus que Hamilton va garder jusqu'à la fin, et il t'explique qu'il reste plus de 10% de performance dans les pneus. Il y a pas mal de commentateurs à la télé qui se moquent de ça, mais c'est vrai qu'on peut s'en moquer parce que c'est absurde et chaque Grand Prix après Grand Prix, ils remettent ces mêmes statistiques que la réalité ne fait que contredire à chaque tour, quoi. Quand on est à la moitié du Grand Prix à 10% des pneus, ça veut dire qu'en quelques tours on leur a pris 90%, pourtant on arrive à finir avec. C'est ok, prenez-nous pour des jambons. C'est comme dans le même genre, t'as la striking distance avec la facilité ou difficulté de dépassement aussi, ça c'est. Oui. Mais alors c'est intéressant ces stats parce qu'on sait pas trop ce qu'ils prennent en compte, parce que ils disent Verstappen va rattraper Hamilton pour le doubler dans 7 tours. Mais est-ce qu'ils prennent en compte le fait que au final la dégradation des pneus, par exemple, est-ce qu'elle est prise en compte dans ces statistiques? On ne sait pas jusqu'où vont ces indicateurs. C'est un peu comme les sondages des élections qui peuvent se révéler faux à 50%. Enfin bon, je ne sais pas, je sais pas si on a le droit d'en parler pendant cette émission. Ne faisons pas de politique. Mais c'est vrai, on peut encore développer sur Alpine et peut-être sur Ocon. On voit quand même Ocon qui finit ce Grand Prix en 14e place. Williams, en la personne de Russell, termine en 12e position. Comment est-ce possible, Charles? Ouais, moi, vraiment, Russell m'a impressionné sur sa course. Il fait un départ tout pourri. Alors, il part 14e, mais il fait un départ tout pourri. Il n'y a pas de safety car, il n'y a rien à la dure avec sa Williams. Il arrive à finir 12e. Clairement, pour le coup, c'est une vraie perf qu'il a fait.
Parce que la plupart du temps, au bout du 4e tour ou 5e tour, il est abonné à la 18e ou 17e place devant ou derrière Latifi, grosso modo. Hein. Ouais. C'est souvent ce qui se passe. Il passe en Q2, il finit 15e. Et 2 tours plus tard, ceux qui sont cotés en qualif le samedi, lui repassent devant au bout de 4 tours. Quoi. C'est un peu le schéma habituel du dimanche après-midi. Et là, il a réussi à remonter. Il est quand même devant des écuries qui sont censées marquer des points régulièrement. C'est une vraie perf qu'il a fait. Et pour le coup, pour Ocon, c'est moyen, quoi. C'est très moyen à domicile. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde disait que la balance de la voiture était un désastre. On a vu Leclerc, Ricciardo, Hamilton se plaindre à la radio de la balance de la voiture, en tout cas des pneus. Soit Ocon a très mal géré ses pneus, ou soit Russell a super bien géré sa course et a su préserver ses pneus. Là-dessus, il y a une vraie interrogation que je n'ai pas toutes les infos qui me permettent de dire ça, mais en tout cas, moi, je suis très satisfait de voir Russell performer pareil avec le char à voile qu'il a, quoi. Et au final, donc là, on a bien rhabillé Ocon pour l'hiver et pas pour l'été, mais Gerhardt, au final, on a quand même un Alonso en 8e position, qui termine 8e, alors que il était un peu remis en cause depuis quelques temps. On avait plus ou moins vu qu'il avait à peu près sauvé son baquet sur Monaco. Là, il finit en 8e place, 6 places devant son coéquipier. Comment on peut expliquer cette différence dans les performances? Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Et je vais rejoindre Charles. Hein. Je pense qu'il y avait le facteur pneus et dégradation des pneus qui était vraiment à prendre en compte. Je crois qu'ils ont apporté quelques améliorations. Alors, je sais plus si c'est pour cette course-là ou la précédente pour laquelle ils ont apporté des améliorations sur l'Alpine qui correspond mieux au style de conduite de Alonso. Maintenant, quand on parle de dégradation des pneus, Alonso, c'est pas un pilote qui est vraiment connu pour bien faire attention à ses pneus. Ça, de le voir en plus devant Ocon dans une piste qui apparemment grignote les pneus à chaque 100 mètres, je sais pas. Mais bon, il a fait une course qui était assez intéressante à voir. Il a eu des belles batailles au tout début, en particulier avant qu'il se fasse manger, et en particulier, je pense, à cause des pneus par les autres compères du même lot là. Alors à l'époque c'était Leclerc, je pense, il y avait Ricciardo, Leclerc, Gasly, Norris qui devait être derrière. Donc c'était vraiment une bataille qui était sympa à suivre. Et Alonso a montré que il n'était pas champion du monde pour des pacotilles, et que c'était un pilote qui était tout à fait valable. Alors qu'est-ce qu'il a fait les réveils? Est-ce que c'est les 3 ans de prolongation du contrat de Ocon? Je suis même pas sûr en réalité. Je pense qu'Alonso, je ne sais pas s'il se voit encore très longtemps encore en Formule 1, et s'il va pas basculer assez rapidement vers un développeur ou un conseiller développeur de voiture sans nécessairement être pilote. Ok. Bon, on a fait le tour pour Alpine, qui effectivement, on va dire, est plutôt au final une déception de cette saison. Je trouve que moi, c'est mon avis, et vous me contredirez si vous voulez, mais voilà, comme j'ai dit, quand on regarde le classement constructeur, on voit qu'ils sont très loin des ambitions qu'il pouvait y avoir au début de la saison, et qui sont au final devant quelques équipes qui ont prévu de marquer quelques points cette saison, ce qui n'était pas le cas d'Alpine au départ. Mais on va peut-être parler maintenant d'une satisfaction, en tout cas de quelque chose qui apparaît à chaque Grand Prix maintenant, c'est Gasly dans les points, avec son Alpha Tauri, un Grand Prix très solide. On voit, il est peut-être quasi imperturbable, ce Gasly. Au final, Niki, France-Hongrie 1-1, mais Gasly en 7e place sur ce Grand Prix, c'est quand même la belle satisfaction française du week-end. Oui, tout à fait. Complètement. Et disons que ce qui est encore plus satisfaisant, c'est que c'est pas une performance qui est isolée. C'est-à-dire que il confirme en fait semaine après semaine. Là, il est vraiment on sent vraiment qu'il est en train de monter en puissance, et qu'il reste accroché en fait à ces places-là, aux alentours de la 7e place. Voilà, j'ai pas le tout. 7e place, en tête, mais j'ai pas ses derniers résultats en tête, mais il a fait c'est à Bakou qui fait un podium. Avant, à Monaco, il fait aussi une belle perf. Enfin il est vraiment en train de s'installer comme une valeur sûre, et
C'est ça, ouais. En tout cas, et c'est vraiment, on a vraiment en fait ce sentiment, voilà, que il est en train de s'installer comme une valeur sûre du plateau et c'est un peu son année pour peut-être se révéler et vraiment s'installer là où quand il est arrivé du coup chez Red Bull, on pouvait s'attendre à ce qu'il sorte un peu les muscles et voilà la rétrogradation chez AlphaTauri, il a fallu du temps pour qu'il fasse sa place. Euh, Là où par exemple un Leclerc a pu s'installer comme une valeur sûre du plateau beaucoup plus rapidement. Mais là, ouais, c'est une grosse satisfaction et je pense que j'espère en tout cas que ça va être une des satisfactions de l'année de voir Gasly, voilà, vraiment très très solide tout au long de la saison, quoi. Ouais, écoute, Gérard, toi, tu en penses quoi? On voit que quand même sa voiture, c'est pas non plus une top voiture. On voit que son coéquipier, c'est pas non plus une aide tous les jours après jour, vu les performances qu'il est capable de faire. Tsunoda, au final, Gasly, c'est solide, Grand Prix après Grand Prix. Pour l'instant, il est 8e du classement pilote, derrière un Sainz, sachant que devant Gasly, on retrouve évidemment les Mercedes et les Red Bull. On retrouve un Norris. Et puis après, c'est les Ferrari. Et lui, il est quand même 8e de ce classement, ce qui est plutôt pas mal. Il a l'air d'être assez costaud pour gérer un peu tous les grands prix imperturbables. Franchement, c'est du bonheur, Pierrot, là. On a l'impression qu'il est dans un cercle vertueux, effectivement. Il est bien dans ses baskets, il a des bons résultats, il aime bien sa voiture, il se sent écouté. Non, c'est vraiment tous les ingrédients qui font que, effectivement, il délivre Grand Prix après Grand Prix. Et correctement, là, quand on regarde la course, devant lui, il y a des Mercedes et Red Bull qui sont inatteignables pour aucune autre voiture sur le plateau. Et les deux McLaren. Les deux McLaren, objectivement, elles sont quand même mieux développées, en tout cas plus performantes que les AlphaTauri. Et je pense qu'AlphaTauri avait pas du tout au début de la saison ambition d'aller chatouiller la troisième place, qui en tout cas au vu de dernier Grand Prix, et sera probablement attribué à McLaren ou Ferrari s'ils arrivent à se réveiller. Alors je pense qu'on pourra en parler, mais non, c'est une très belle course, et en plus je trouve qu'il a un bon état d'esprit vraiment combatif, dans la mesure où même s'il reconnaît que P7 c'était bien et que il doit peut-être probablement pas pu faire mieux, il a quand même un peu ce sentiment derrière que c'est dommage, il est parti P6. Est-ce qu'il n'a pas pu essayer d'aller gratter au moins la P6 à la course, et je pense que tout ça, ça le met vraiment dans des bonnes conditions pour un futur qui pourrait vraiment être intéressant pour lui. Je sais plus quand c'était exactement, donc c'était pour son podium à Bakou, que Mercedes l'avait congratulé sur Twitter, et du coup ça avait déferlé. Enfin, il y avait une vague d'hypothèses, théories du complot, comme quoi on allait se retrouver avec un Russell Gasly l'année prochaine dans le baquet de Mercedes. Bon, j'y crois pas du tout, mais c'est vrai que la question se pose pour lui aussi. C'est-à-dire que on en avait parlé, je pense, pour le tout premier épisode de Barbecue F1. Gasly qui s'impose et qui délivre vraiment le résultat qu'il a aujourd'hui avec AlphaTauri, forcément ça attire l'œil, et que ça attire les autres écuries sur le plateau, et ça va lui ouvrir, je pense, d'autres portes sur d'autres écuries. Maintenant, laquelle, c'est là où c'est un peu le problème. Je pense pas qu'il voudra revenir chez Red Bull, même si en public il a dit que pourquoi pas, si jamais on lui proposait l'opportunité. J'ai du mal à croire que Mercedes, Ferrari, ça me paraît compliqué aussi. Donc, je sais pas trop ce qu'il reste comme écurie pour lui pour vraiment se développer. Mais non, pour en revenir au personnage, non, je pense qu'il est bien dans ses baskets, et ça se voit, quoi. Ok. Et là, on a notre Fernando Gaspacho qui nous a rejoint, et peut-être qu'on va essayer d'avoir son sentiment. Il vient d'atterrir en hélicoptère directement depuis le Castellet. Son sentiment sur les franchises ce week-end. Sur la piste, on a bien défoncé Ocon et Alpine. Alonso, on a dit que, écoutez, peut-être qu'effectivement on avait pu entrevoir ces titres de champion du monde ce week-end. Et Gasly, la solidité maintenant, la satisfaction. Fernando, qu'as-tu pensé des franchises ce week-end? Tout d'abord, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et oui, je viens de revenir un instant. Je viens de laisser mon hélico. Alors, concernant les franchises et Pierre, Pierre plutôt costaud, on va dire, en cours de manière générale.
Il a fait quelques belles remontées, sur la course et des beaux déplacements notamment à la chicane. Et après, je pense très honnêtement, et je crois que même lui le dit à un moment donné, qu'ils auraient pu mieux faire. Alors, il fallait trouver ce petit quelque chose pour améliorer, je dirais, sa position, mais de manière générale, Pierre a fait un bon Grand Prix, même s'il perd, une place, sur son classement final. Bon, il part P6, il arrive, P7. De manière, la petite déception, on va dire, c'est en qualification pour Tsunoda, pour l'équipe Alpha Tauri cette fois. Et ça aurait mérité, un meilleur classement d'équipe si effectivement le japonais n'avait pas fait cette erreur en Q1 même dès son premier tour, qui a provoqué le drapeau rouge. Voilà, le premier virage exactement. Donc, ça aurait mérité, je dirais, dans l'ensemble, une meilleure prestation pour l'équipe. Mais pour revenir sur Pierre, non, il est solide, le garçon. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas, je dirais, dans quelle équipe il pourrait aller. Mais il faut qu'il continue comme ça. Il va être regardé, je pense, par des top teams et ça peut le faire. Oui, et puis en plus, il ne dit pas qu'il fait le maximum. Donc ça veut dire qu'il a un sous la pédale. Il ne dit pas qu'il fait le maximum. Exactement. Non, Esteban, puisque c'est la transition toute faite sur Esteban Ocon, ça n'a pas marché. Clairement, là, ça a été le flop, total. Il s'est fait, prendre, par Alonso, je dirais. Alpine de manière générale, ça n'a pas été top, mais Alonso, a su. Ça y est, il a mis un peu à exécution ce qu'il avait dit en tout début de saison où il se donnait entre guillemets jusqu'à le Grand Prix de France pour essayer de se mettre en jambe avec la voiture et avoir le temps d'adaptation nécessaire qu'il considérait lui nécessaire pour bien apprivoiser la voiture. Et il montre aujourd'hui avec sa P8 qu'il commence à prendre le lead. Ocon l'a fait depuis le début de la saison, puisqu'il faisait visiblement le maximum. Et là, voilà, on a Alonso qui commence à montrer ses 2 titres et à dire qu'il est encore là. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour sur les franchises. Et maintenant, on va passer à notre la catégorie des satisfactions de ce Grand Prix. Je vais laisser la parole à Charles Carrefour. Écoute, en dehors effectivement des Red Bull et de la stratégie Red Bull qui a très bien fonctionné, est-ce que tu as des satisfactions à retirer de ce Grand Prix? Moi, ma satisfaction, effectivement, c'était Russell, comme je l'ai dit précédemment, qui arrive quand même à se hisser plus proche du top 10 que du top, de la fin de peloton. Donc, sans accroc, sans départ à 2 tours de la fin, voilà, c'est rare une course sans abandon où il n'y a pas de safety car, rien du tout, juste lui et sa voiture. Alors avec sûrement peut-être une bonne stratégie aussi de sa part, mais en tout cas, il a été la chercher tout seul, grosso modo, et là pour le coup, c'est une vraie performance et il peut montrer, ça peut montrer des belles choses pour l'avenir, tout simplement. Ok. Pardon. C'est quand même un peu partagé. Alors effectivement, c'est plutôt une bonne chose. Il a fait une P12 qui sort de nulle part, notre ami Russell, mais il se fait prendre, je crois, 4 ou 5 places au départ. Donc il le dit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, effectivement, que il le dit lui-même qu'il a fait un départ pourri et de merde, même il le dit. Et que sa recovery, je sais pas comment on peut dire en anglais, son regain. Ouais, voilà, c'est pas rien non plus, quoi. Donc franchement, belle perf, quoi. Il a pas juste gagné 4 places, quoi. Du coup, il en a regagné beaucoup plus vu qu'il en avait perdu beaucoup au départ. Ok, mais après, bon, voilà l'explication de pourquoi il a réussi à terminer en telle position et à remonter autant. C'est à la fois, je pense, un talent de pilote et puis aussi des circonstances de course qui ont pu quand même l'amener à être aussi performant parce que
effectivement, son coéquipier est bien loin derrière lui. Et puis, on voit qu'il est quand même devant des belles voitures, devant Ferrari, devant des voitures comme ça, devant Tsunoda d'ailleurs, devant Ocon, devant Giovinazzi. C'est quand même assez remarquable. Au-delà de Russell, d'autres points de satisfaction, Gerhardt, que tu aimerais souligner, peut-être parler, je ne sais pas, des McLaren qui finalement sont à leur place, hein, juste derrière, bien derrière, mais au final en 5e et 6e position, derrière les Mercedes et les Red Bull. Alors, juste avant les McLaren, effectivement, moi, un petit point sur alors, une fois n'est pas coutume, je vais donner un bon point à Bottas pour une fois, que j'ai trouvé assez pertinent dans la mesure où il s'est encore encore un peu enfumé par son équipe pour le besoin d'Hamilton. Je pense qu'il était clairvoyant sur le fait que la stratégie de Mercedes était vouée à l'échec. Et finalement, il fait une course qui était tout à fait correcte dans la mesure où on l'a pas laissé faire sur le deuxième arrêt qui comptait faire, quoi. Et lui-même le disait quand on l'a espéré qu'il puisse faire un peu le bouchon par rapport à Hamilton, il a dit mec, j'ai plus aucun pneu, tu veux que je fasse quoi, quoi. Et effectivement, en 2 virages, c'était fini. Donc moi, un petit point pour Bottas quand il lève un peu la voix à la radio et qu'on lui fait comprendre que c'est bon, on a compris qu'il était pas content, et je pense que ça fait du bien, en tout cas pour moi, entendre un Bottas qui fait un peu parler de lui. Mais pour en revenir au McLaren, qui effectivement, je pense, est pour moi le plus gros bon point, pardon, de la course, mis à part la stratégie des Red Bull. Non, tu l'as dit, les McLaren à leur place, confortable, plutôt. Un Ricciardo qui revient un peu dans le mix, qu'on sent un peu plus à l'aise. Alors, est-ce que c'est une histoire aussi de toute la stratégie chaotique des pneus? Je sais pas. En plus, il est P6 et son coéquipier est P5. Bonne stratégie aussi de McLaren, qui laisse Norris assez longtemps. Même Norris, à un moment, le question, il me dit, mais vous êtes en train de faire foire la course, et finalement, pas du tout. C'était la bonne stratégie à adopter. Un peu comme ce que Perez a fait finalement, dans la mesure où les dégradations des hards étaient beaucoup plus sévères que ce que les écuries pensaient. Donc non, une très bonne course pour McLaren qui prend plein de points par rapport à Ferrari. Tout à fait. Et qui s'éloigne un petit peu vers la place de 3e écurie du plateau. Niki, t'aurais des petits bravos à décerner encore en plus pour ce week-end, ou tu veux qu'on passe directement au moins de ce Grand Prix Paul Ricard? Alors, dans les plus, j'avais Stroll quand même qui rentre dans les points alors que c'était pas gagné du tout au départ. Et puis, moi, dans les plus, tu vois, sur mes notes, j'ai mis le spectacle parce que, comme on l'a évoqué au tout début de cette émission, on n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu de safety car, et pourtant, on a eu un Grand Prix qui était hyper plaisant à voir. Donc voilà, ça fait plaisir, en fait, tout simplement. Donc pour moi, ça fait partie des points positifs de ce week-end, c'est qu'on a vraiment eu du spectacle et c'était vraiment cool à voir. Alors même que sans pluie, sans safety car, sans rien, voilà, comme on disait, c'est pas un circuit qui est réputé pour être ultra plaisant. Donc voilà, ça reste un des points positifs. Ok, on va demander à Fernando s'il a des satisfactions lui aussi. Est-ce qu'il a pris du plaisir en tribune VIP avec son litron de Ricard à la main? Écoute, il a pris énormément de plaisir. Il a pris son pied. Et l'ambiance était effectivement excellente, notamment au passage. Alors, je peux vous dire que il y avait quelques personnes de chez Mercedes dans la tribune. Il y avait des Mercedes, il y avait donc des Ferrari, des McLaren, donc toutes les autres équipes. Mais toutes, à l'exception des Mercedes, étaient vraiment contentes de voir Verstappen doubler Hamilton dans la chicane, ce qui a pu s'entendre effectivement à la télévision. Donc ouais, une ambiance de feu. Comparé effectivement aux précédentes éditions depuis 2018 où la France accueille de nouveau un Grand Prix donc au Castellet cette fois, c'était la meilleure édition, effectivement avec des rebondissements jusqu'à la fin. Tout à fait, ouais. Donc franchement, je pense qu'à la télé ça a dû être sympa. Je peux vous dire qu'en tribune c'était aussi très agréable à vivre.
Donc voilà, je rejoins effectivement ce que disait Gerhard sur les satisfactions avec McLaren qui récupère du coup la troisième position effectivement du championnat Devant Ferrari, ouais. devant Ferrari à 16 ou 15 longueurs d'avance. Ouais. J'ai plus exactement les chiffres en tête. Dans les satisfactions, je sais pas si vous en aviez parlé tout à l'heure, mais c'est la stratégie Red Bull qui fonctionne à 2 arrêts. Ouais, oui. Alors qu'on prédisait avant le GP une stratégie à 1 arrêt. Donc ça fonctionnait. Alors après, j'entendais pour le bon point pour Bottas parce qu'il se rebellait un petit peu. Bon, je rappelle quand même qu'on a un Perez qui arrive à faire qu'un seul stop avec ses hards jusqu'au bout. Donc comme quoi c'était aussi faisable de le faire en une fois. Et puis non, ouais, voilà, la satisfaction, ça a été enfin une stratégie Red Bull qui fonctionne. Cette fois-ci, ils n'ont pas subi, comment dire, la stratégie des Mercedes. C'est même l'inverse, c'est Mercedes qui est tombé dans le piège des Red Bull cette fois. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre notre expert Fernando Gaspacho confirmer ce qu'ont dit nos experts précédents voilà. il y a 10 minutes, un quart d'heure dans l'émission. Ça fait plaisir. On est sur la même longueur d'onde et on va passer on va dire au regret du week-end ou aux insatisfactions. Charles, on a parlé d'un peu d'Ocon déjà, mais quand même, il y a eu un gros point noir où se trouvent au final les rouges de Ferrari. Un week-end un peu cataclysmique pour la Scuderia. Ils étaient au courant. Ils savaient que la douche froide allait arriver. Ils savaient que la performance allait redescendre. Enfin, pas l'air redescendre, mais que c'était pas, je dirais, que la voiture allait pas être typée pour ce circuit. En tout cas, que après 2 grands prix mémorables, que les conditions des 2 derniers circuits leur étaient favorables et que là, ils savaient très bien que sur un circuit plutôt classique, qu'ils allaient être inexistants. Ils sortent une superbe qualif, mais je pense qu'ils ont trop galéré sûrement avec leurs pneus et la balance de la voiture, qu'ils ont vraiment peiné. Charles Leclerc, c'était abusé après son premier relais. Enfin, il perdait des places à tous les tours quasiment, quoi. Oui, complètement. Ouais. Alors, on rappelle juste les positions. Charlie Leclerc, notre ami Charlie, finit 16e. On savait plus où était Charlie. Et puis ensuite, on a Sainz qui est en 11e position, donc les deux hors des points. Même Charles Leclerc le dit, c'est ma pire course que j'ai faite. C'est pour dire comment il a dû galérer avec la voiture tout le long du Grand Prix, quoi. Alors peut-être, je vais me permettre de redonner la parole à Fernando Gaspacho, qui, on le sait, est un fan inconditionnel de Ferrari. Est-ce que ça n'a pas quand même pourri ton week-end qui, au final, il n'y a pas plu, mais peut-être qu'il pleuvait dans ton cœur? Écoute, comme le disait Charles tout à l'heure, Charles Carrefour, oui, enfin, il y a une part de déception, on est d'accord, parce qu'on les voyait quand même un peu mieux, même eux se voyaient un peu plus haut que les positions qu'ils ont eues. En fait, il y a eu une dégradation des pneus assez conséquente en hard, mais ça c'est tout simplement dû en fait à l'aéro, parce qu'en fait, pour compenser un peu le manque de moteur, ils baissent les appuis aéro, comment dire, de leur bagnole, ce qui fait qu'en fait, le pneu travaille beaucoup plus. Et donc, comme il travaille beaucoup plus, il s'échauffe beaucoup plus, donc il se dégrade beaucoup plus vite. Donc, il y a plus de grip, certes, mais il se dégrade plus vite, ce qui fait qu'effectivement, t'as un Charles Leclerc qui, au bout de 15 tours, t'as les hards qui sont pourris, quoi. Donc voilà. Donc, je pense, ça a été quand même surprenant de les voir aussi bas. Je les voyais pas si bas quand même, mais la petite satisfaction, c'est de voir quand même que Sainz arrive maintenant à se débrouiller quand même avec la Ferrari. Ils se débrouillaient déjà pas mal avant, mais là, en termes de mise au point, je pense qu'ils commencent à être à l'aise avec la voiture. Mais oui, ça reste une déception. Oui, les rouges étaient totalement absents ce week-end. Hormis en qualification, ils ont fait une bonne place. D'accord. Ouais, effectivement, oui, qualification, ça dépareille pas trop par rapport à, on va dire, aux courses, à la globalité de ce qu'ils faisaient depuis le début de la saison. Et là, patatras quand même. Gerhard, on va dire que là, on a fait les Ferrari. Tu peux peut-être rajouter encore un petit coup dans la voiture. Je vais pas les rater parce que ça m'a fait de la peine de voir les Ferrari aussi bas. Alors
quand même, on va modérer les propos. Leclerc est si bas en 16e position parce qu'en fait, ils étaient tellement dans le dur qu'ils se sont dit, il y a un souci, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et perdu pour perdu, on va faire un deuxième arrêt et essayer de comprendre ce qui se passe en rendant les médiums. Donc la deuxième arrêt de Leclerc, c'est pas tant vraiment pour changer les pneus, c'est pour essayer finalement de dire bon bah on n'aura pas de point quoi qu'il arrive et si on comprend ce qui se passe pour que on puisse potentiellement corriger le problème pour les grands prix. Intéressant. C'est pour ça qu'ils avaient fait le second. En tout cas, c'est ce que j'avais compris. Mm. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent tellement loin et beaucoup plus loin que Sainz. Mais toujours est-il que effectivement, ça faisait la peine à voir ce chemin de croix. Il y a 3 tours qu'il fait où il rattrape quelques voitures et puis en 5 tours, il a déjà perdu 6 places et là on se dit mais faites-le rentrer et changez encore les pneus. Et en fait non, il reste. Ça fait juste de la peine à voir. Donc, et je trouve que c'est d'autant plus bizarre que les qualifs étaient très bonnes, enfin très bonnes, en tout cas pour les espérances de Ferrari sur un circuit où la vitesse joue beaucoup, et que leur race pace était finalement pas si dégueu que ça, j'avais pu comprendre après les essais libres. Donc, enfin derrière McLaren, mais pas à des années-lumière, et en particulier pas derrière les Alpine, derrière les Aston Martin, etc. Juste pour revenir sur les bons points, Aston Martin, encore une fois, et on commence à le voir la trame, c'est que très bonne stratégie de course. Stroll, on l'a dit, part 19e, il arrive 10e, Vettel part 12e ou dans ces eaux-là, arrive 9e, stratégie gagnante, c'est les seuls à prendre des stratégies un peu différentes, un peu décalées par rapport à tout le monde. Et encore une fois, ça paye. Donc, chapeau blanc encore, monsieur Aston Martin. Et c'est pas la première fois en plus qu'on les voit faire des stratégies comme ça, vraiment complètement décalées par rapport aux autres. Et je pense qu'ils savent que leur voiture est pas. En fait, ils peuvent pas lutter au niveau de la voiture avec d'autres écuries pour pouvoir marquer des points. Et ils misent tout là-dessus. Et c'est vrai que ça fait. Alors, on parlait de la réalisation. En début d'émission, parfois c'est un peu compliqué du coup parce que forcément la Real s'attarde pas forcément sur les Aston Martin, etc. Donc c'est un peu compliqué des fois de comprendre ce qu'ils veulent faire, mais on voit que voilà c'est un peu la seule écurie du plateau, je trouve, qui à chaque Grand Prix tente quelque chose de différent des autres. Et comme disait Gerhard, ouais, ça fait plaisir à voir. Et là, ça fait plaisir aussi que ça paye pour les 2 pilotes, quoi. Ok, bon, pour moi, on a fait un peu le tour, mais si l'un d'entre vous a un petit mot de conclusion ou général sur ce Grand Prix, vas-y. J'avais encore un petit moins, c'était quand même sur la communication de Mercedes, qui loupe pas, notamment Toto, hein, du coup, qui loupe pas une occasion de charger Bottas. On a bien compris que l'histoire d'amour Bottas et Mercedes était fini, mais là, semaine après semaine, ça devient quand même assez lourd. Bon, c'est quand même globalement, on s'en fiche un petit peu, mais c'est bon, voilà, Toto qui dit non, c'est de la faute de Bottas c'est de sa faute si on n'a pas pu faire la stratégie à 2 arrêts. Mercedes qui reconnaissent pas leurs erreurs, etc. C'est et qui manque pas une occasion. Enfin. Ce qui est un peu quand même bizarre et ce qui me fait dire que c'est quand même dans les points un peu négatifs, c'est quand Lewis tire tout droit parce qu'il appuie sur le mauvais bouton. Voilà, Mercedes disent qu'ils ont aussi que l'équipe a une part de responsabilité dans cette erreur. Et pour le Grand Prix suivant, ils mettent une sécurité pour pas que ça se reproduise. Par contre, quand il y a un écrou qui se bloque sur une voiture, ils disent que c'est Bottas qui s'est arrêté 4 cm trop loin par rapport. Oui. Bon, c'est un peu 2 poids 2 mesures et ça se répète Grand Prix après Grand Prix. Bon, c'est quand même un peu dommage de voir ça, quoi. Non, je suis bien d'accord. Après, faut quand même pas. Enfin, c'est un peu la dure loi aussi du sport et de ces domaines où la compétition est rude. Au final, quand tout va bien, au final, on peut un peu tout pardonner à tout le monde et puis il y a pas trop de problèmes. Et puis on fait abstraction des petits trucs qui vont pas. Et quand les choses commencent à être moins satisfaisantes que ce qu'on espérait,
certaines choses sont plus difficiles à digérer. On laisse un peu moins passer et puis on est tout le monde est attentif aussi à ces petits tiraillements qu'on a et qui se reproduisent effectivement week-end après week-end. Je vois que Gerhardt a quelque chose à dire sur le sujet. Ouais, alors pas forcément sur le sujet, mais juste un autre point négatif auquel je viens de penser, c'est sur le cas de Tsunoda. Alors on l'a déjà évoqué, Tsunoda, il part des stands parce que il se crache au premier virage de la Q3, donc vraiment il a sorti ta voiture. La Q1. Premier virage de la Q1. De la Q1, autant pour moi. Et il se crache dans une portion du circuit qui est même pas censée être là où on se crache. C'est-à-dire que tout le circuit de Paul Ricard est encerclé de stripes bleus et rouges. Là, c'est même pas le cas. Donc, on voit la voiture twerker, pour reprendre les commentaires des commentateurs de Sky, twerker jusqu'à se rentrer le popotin dans Sky, c'est la chaîne de télé qui retransmet les matchs du côté du Périgord. Hein. Pour ceux qui exactement. Et aussi Périgord noir. Périgord noir. Oui. Parce que c'est pas pareil. Vas-y, Gare. Et c'est vrai que du coup, il sort. Il faut en plus qu'on lui change sa boîte de vitesse. Donc, il repart des stands. Et moi, j'ai envie de poser la question, peut-être pour plus tard. On verra, peut-être qu'on ne laisse pas assez de temps. Mais est-ce que Tsunoda, finalement, il n'est pas arrivé trop tôt en Formule 1 ? C'était un peu tout feu tout flamme quand on a vu le premier Grand Prix et même après les essais hivernaux, on s'est dit c'est la star de demain. Finalement, on commence, on l'a déjà dit, il y a quelques émissions où ça commence à faire pchit, je trouve, Tsunoda. Et quand on voit un Gasly qui, alors certes avec plus d'expérience et peut-être plus de maturité, arrive à avoir des performances comme il peut avoir avec l'AlphaTauri, où on voit que l'AlphaTauri n'est pas une mauvaise voiture non plus. Certes, moins une Red Bull, enfin la petite sœur de la Red Bull, mais c'est pas une mauvaise voiture non plus. Tsunoda, je trouve que c'est un peu très décevant et on aurait pu attendre plus de lui. Donc peut-être un peu plus de maturité. Il remporte tous les records avec le pilote le plus jeune, qui remporte les points à son premier Grand Prix, bref, etc. Moi, je trouve que potentiellement, ça manque de maturité. Une saison en plus, ou voire deux en F2, on n'aurait pas forcément fait de mal. On va laisser Fernando répondre à ces accusations assez lourdes contre le japonais. Il a un vrai talent et je pense qu'il a besoin aujourd'hui de canaliser en fait l'énergie qu'il a, ce qui déborde d'énergie, ce petit homme. Et je pense que c'est ça en fait. Il a besoin de ça. C'est pour ça que Red Bull très vite a demandé à le rapatrier, à lui fixer un planning assez rigoureux avec de telle heure à telle heure tu fais de l'anglais, de telle heure à telle heure tu vas faire du sport, de telle heure à telle heure tu vas faire autre chose, etc., etc. Alors après, effectivement, on peut se poser la question de dire est-ce que c'est pas trop tôt ? Je pense que s'il est arrivé jusqu'ici, déjà, il faut avoir une chose, c'est qu'on le disait tout à l'heure, il est japonais. Il se trouve que l'écurie mère qui est Red Bull avec l'écurie satellite fille qui est AlphaTauri, le moteur, c'est Honda. Et quelle aubaine de se dire, c'est la dernière saison entre guillemets avec ce type de F1 là. Il faut qu'on fasse rentrer un de nos petits. Et le petit, c'est Tsunoda. Après, je suis totalement d'accord. Ouais, on avait dit qu'on parlait pas de la taille quand même. Mais je fais quasiment presque la même, si ce n'est, je suis un peu plus grand que lui. Mais et des fois, je suis souvent le plus petit. Donc, okay. Et donc, si tu veux, moi, je pars du principe où il a vraiment un petit quelque chose, mais il faut le mettre à profit. Il a fait une belle remontée quand même. Il faut le souligner. Je pense l'avoir dit tout à l'heure. Ça méritait mieux pour le collectif. C'est indéniable. S'il était, je dirais, parti, ça méritait une Q2 largement. Et donc, s'il était parti plus haut de la grille, je pense qu'il aurait rejoint peut-être Pierre dans les mêmes eaux à la P8 ou P9. Voilà. Charles, une petite conclusion sur ce Grand Prix de France. Après, on va passer au Grand Prix d'après, peut-être. Franchement, Fernando l'a très bien dit, un meilleur Grand Prix depuis le retour du Grand Prix de France.
Donc, Grand Prix de stratégie, pas comme un Grand Prix de Bakou où c'était à base de crash et de pneus qui explosent, mais du suspense de long en large. Donc, vraiment intense et cool de suivre de A à Z. Ok. Fernando, le dernier mot. Dernier mot. Dernier mot et on libère l'antenne. Pour passer à autre chose. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais dans les points négatifs, Mick Schumacher. Non, on n'a pas trop parlé. Vous en avez pas trop mais parlé. vas-y. Rapidement, je trouve que là, ça commence un peu à faire beaucoup. Pour lui, il crache la voiture en fin de Q1, ce qui redéclenche du coup un drapeau rouge et empêche Kimi du coup d'atteindre la Q2. Oui, et Stroll aussi. Et Stroll aussi, bien évidemment. Et je trouve que on parlait beaucoup de Mazepin, mais autant Mazepin, c'était des petites erreurs, des spins, etc. Là, Schumacher, il casse la voiture. Et donc, du coup, comme pour moi, Monaco, ça fait partie, comme à Monaco, et pour moi, ça commence un peu à faire. On parlait de Tsunoda, si c'était un peu trop tôt. Est-ce que Schumacher... Peut-être qu'il faut peut-être qu'ils prennent des cours de méditation. Ensemble, il faut quand même noter, aujourd'hui était la journée internationale de la lenteur, mais aussi la journée internationale du yoga. Donc, peut-être une journée où on espère que Tsunoda et Schumacher ont suivi les prescriptions. Gerhard, moi, je trouve un peu dur avec Schumacher quand même. Enfin, en train de comparer Tsunoda qui a une AlphaTauri où on sait le type de voiture que c'est avec une Haas qui n'a pas été développée depuis plusieurs années et qui mise tout pour le développement de la future ère qui commence en 2022. Donc oui, effectivement, il crache sa voiture, mais encore une fois, je pense qu'elle est pas du tout. On peut pas la conduire de la même manière qu'une AlphaTauri et comme j'avais déjà dit, du coup, il passe en Q2 et stratégie comme une autre. Avoir une Haas en Q2, c'était Charles qui le disait tout à l'heure. C'est pas arrivé depuis beaucoup de Grands Prix. Moi, je le trouve un peu dur sur Mick Schumacher, qui effectivement, je pense que peut-être qu'il y a la même question de maturité et d'arriver en F1 sitôt, tout comme Mazepin. Mais je trouve que c'est pas vraiment comparable avec ce qu'on peut voir avec Tsunoda. Ok, bon c'est bon, on a fait le tour de ce circuit Paul Ricard. J'allais oublier de vous dire que écoute, les pronos, on va faire le tour, mais avant de parler des pronos, de faire un retour sur les très très bons pronos de certains et les beaucoup moins bons d'autres, on a une nouvelle rubrique dans Barbecue F1 qui a été faite par un nouveau consultant merguez, Sébastien Vittel, qui nous a laissé ces 5 informations inutiles. Écoutez ça. C'est box. Salut à tous, c'est Seb Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. De peur que leur voiture s'embrase, Mercedes a préféré reporter le test de Romain Grosjean lors du Grand Prix de France. Une pose d'extincteur est à l'étude. Le bleu que les pilotes voient depuis leur baquet pendant le Grand Prix de France n'est pas le ciel à l'horizon, mais les bandes du circuit Henri Pernot. Netflix prépare une série documentaire sur Nikita Mazepin et sera un spin-off de Drive to Survive. Elle s'appellera Mazespin. Alpine prévoit de faire courir 2 pilotes à chacune des courses de la saison, ce qui pour une fois les met à égalité avec les top teams. Les fans disent détester le Grand Prix de France pour sa piste sans relief, mais grâce à ses lignes parallèles, ils peuvent vérifier l'alignement des pixels de leur télé. Et voilà, c'était les 5 infos inutiles de la semaine. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao! Bon, voilà les 5 informations inutiles. Maintenant, effectivement, on peut parler enfin des pronostics que on avait fait sur l'émission précédente sur ce Grand Prix de France. Je vais peut-être faire un récapitulatif parce que Fernando a l'air super chaud d'entendre qu'il avait annoncé une victoire de Lewis Hamilton, suivi de Max Verstappen et de Sergio Pérez. Donc au final, bon, c'est pas si mal que ça, mais bon, il s'est quand même un petit peu trompé sur la victoire. On n'est pas c'est pas dégueulasse. Niki. À 2 tours près. À 2 tours près. Niki, lui avait annoncé Max Verstappen, suivi de Lewis Hamilton. Là, on est pas mal, ça commence à sentir bon. Le tiercé peut-être dans l'ordre, et non, puisque 3e place par Charles Leclerc. Il n'y a pas eu de nez creux. Et Charles Carrefour, lui, il avait annoncé du Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc en 3e place. Donc là, on n'est pas bon. On n'est pas dedans.
Attention, on passe à Gerhard Berger. Lui, c'était Max Verstappen, Sergio Perez. Et le troisième, je pense que c'était Lando Norris, il me semble. Non, c'était Hamilton. C'est Hamilton? Ok. Je ne le fais pas à l'envers, là. Non, mais c'est le chargé de production. Chargé de production, c'était un peu viandé. Jacques Lafrippe lui avait annoncé à Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Perez. Tiercé dans le désordre. On était pas mal. Bon, au final. C'était mieux que sur certains Grands Prix précédents. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu assagi au niveau des pronostics. Il y a moins de pics merguez un peu juste. Ouais. Ben, c'est juste que voilà, on a l'esprit de compétition, tout le monde veut gagner. En tout cas, là, dès le week-end prochain, on est tout de suite sur le Grand Prix de Styrie, sur le circuit de Spielberg. Est-ce que quelqu'un a envie de parler de ce circuit? C'est quand même un circuit un peu historique de la Formule 1. Fernando, un avis sur ce circuit, sur ce qu'il peut se passer. Est-ce que c'est pas les Red Bull qui sont un peu sur leur terrain, en plus en Autriche? C'est un circuit à domicile pour Red Bull, effectivement. Et je pense que on va avoir une bonne remontée quand même de nos amis, de chez Mercedes, qui vont pas lâcher l'affaire comme ça. Hein. Ça va pas. Je pense qu'on va encore avoir une belle bataille gérée en piste, et faudra surveiller aussi les McLaren. Je pense que là, elles ont bien été en forme déjà pour le GP de France là, et avec un Ricciardo qui commence à prendre plaisir là avec la voiture. Je pense que si je devais me positionner du coup sur les pronostics au prochain GP, qui aura lieu donc d'ailleurs dès ce dimanche, je mettrais bien donc Verstappen, Hamilton et Norris en 3. D'accord. Charles, toi aussi, vas-y, tu tentes le destin, un pronostic pour Spielberg, une grosse production. Bon, Verstappen, vu comment il est lancé. Ça serait magnifique hein, si les deux Red Bull sont encore sur le podium, ça ferait 4 de suite. Enfin, en tout cas, 4 victoires de suite plutôt. Si je dis pas de bêtises. Non, après, je mettrais Hamilton. 4 victoires? Oui. Ouais, c'est ça. C'était la troisième victoire Red Bull d'affilée. Hein. Effectivement. Donc, Verstappen, Hamilton, et je dirais. J'hésite. Je vais mettre Perez. Donc ça veut dire le même résultat que en Autriche, le même résultat qu'en France. Intéressant. Gerhard, toi, ton sentiment sur ce prochain Grand Prix dès ce week-end, est-ce qu'on va rester dans cet état d'esprit? Est-ce que ça y est, c'est Red Bull qui domine des Mercedes qui sont devenus, qui sont passés qui sont chasseurs de Red Bull maintenant? Si je dis pas de bêtises, il me semble que le Grand Prix d'Autriche a toujours bien réussi au Red Bull l'année précédente, à part pour les mécaniques, je crois l'année dernière, le premier des grands, parce qu'en fait on va en avoir deux du coup, on va en avoir deux d'affilée. Tout à fait. Ça va être Styrie et Autriche, ou le contraire, je sais plus. Non, c'est Styrie et Autriche, mais en fait c'est pareil. Oui, en fait c'est les mêmes circuits exactement. Donc je vais dire Verstappen, Perez, Hamilton, parce que je pense que on va avoir le même type de combat. Et Perez est bien et va pouvoir plus jouer son coup là. Maintenant avoir un quatuor plus serré en tête, et toujours Verstappen, Perez, Hamilton. Ok. Et Bottas qui gueule à la radio. D'accord. Mais toi, tu as l'air d'aimer ça, les gens qui crient à la radio. Toi, t'aimes ça, c'est bien, mais c'est vrai qu'effectivement, Bottas a montré pour le coup de la personnalité, mais un peu plus que ça, peut-être aussi des propos pertinents par rapport à Mercedes. On a fait le point déjà sur ces histoires de radio Mercedes où c'est un peu crypté quand même en ce moment. Niki, on t'attend au tournant là sur les pronos. Attention. Si j'avais parlé en premier, j'aurais certainement dit Verstappen, Hamilton, Perez, mais pour me démarquer un petit peu de mes... T'es un peu l'original, t'es l'original de la bande, hein, toi. Voilà. T'es pas une personne lambda. Voilà, on peut dire ça. Non, mais du coup, pour jouer un petit peu la gagne et proposer quelque chose de différent, je dirais... La grosse cote. Voilà, la grosse cote, je vais mettre Hamilton en 1.
Et après, on va mettre Verstappen et Perez. Voilà. Ouais, on reste. Donc, on reste assez classique. On est vraiment sur de la grande folie là. Oui, okay. Non, mais bon, voilà, avec Hamilton en 1, mais bon. Ok. Globalement, je vois plutôt le même trio que. En fait, le même ordre que ce week-end. Toujours pas d'abandon des Red Bull grâce au moteur Honda. C'est surprenant. Tant mieux pour eux, hein, mais dans la lutte au championnat. Oui, c'est vrai que le moteur Honda, alors que c'est sa dernière année, fait ses preuves. Hein. Après, on verra ce que ça donnera. Moi, c'est au tour de Jacques Lafritte, hein, moi, de faire mon petit prono. Moi, je vais dire vainqueur Valtteri Bottas, suivi d'un Max Verstappen et 3e position de Lewis Hamilton. Voilà. Là, c'est de la grosse cote. Très grosse cote. Très grosse cote. Là, c'est pas mal. Ok. Bon, ben voilà, on a fait le grand tour des pronos. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter par rapport à la fois à ce week-end de Grand Prix de France, prochain week-end, ce Grand Prix de Styrie, Grand Prix d'Autriche, mais bon, Grand Prix de Styrie, on le dit ça, c'est comme le Covid ou la Covid. Hein. On est obligé de, voilà, on fait semblant de trouver ça cool, sachant que derrière, on a quand même, ça enchaîne pas mal hein, les Grands Prix, puisque là, donc on avait ce Grand Prix de France, suivi week-end prochain Grand Prix de Styrie et le week-end d'après Grand Prix d'Autriche. Il est censé pleuvoir du vendredi au dimanche la semaine prochaine. Oui. En Styrie. Putain, alors Charles a quand même des infos assez précises. Lui, il a des garanties sur la météo à 5 jours. Le gars est balèze hein, quand même. Moi, là, il est censé avoir un énorme orage, alerte orange. Ça fait 3 jours qu'on l'attend, il n'est toujours pas arrivé. Mais il est censé pleuvoir. Après, est-ce que ça sera pendant que les fins roulent? Ça, c'est autre chose. Après. D'accord. En tout cas, c'est une info importante qui effectivement qui est donnée par notre sponsor Météo France. C'est ça. En dehors des infos météo, d'autres avis, d'autres sujets à partager de votre part, cher consultant? C'est une question. C'est Silverstone à la première course sprint, c'est ça? Oui. En qualif là, ça va arriver bientôt là. Du coup, c'est quoi? Silverstone, c'est 18 juillet. Donc après l'Autriche en fait, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. On enchaîne de 15 jours en Autriche, hein, effectivement. D'accord, ok. Je viens de lire, c'est là où sera présentée la première maquette des Formule 1 version 2022. Taille réelle. Donc on pourra voir. Vivement le 18 juillet du coup. Il y a déjà des photos qui ont un peu leak sur le web, mais pour le moment, ça sera toujours cool à voir en vrai. Ok. Bon, bien. Écoutez, merci les gars d'avoir été là pour cette belle émission consacrée au Grand Prix de France. Et puis effectivement, on voit un peu un renversement de tendance. On voit que le variant Red Bull prend l'ascendant sur Mercedes sur cette saison quand même de 23 Grands Prix. Donc là, c'était le 7e Grand Prix. Il reste encore de la route. Hein. Mais en tout cas, effectivement, on voit un petit ascendant pris par Red Bull. Ça promet peut-être le premier titre pour Verstappen. En tout cas, on commence à sentir un petit peu l'odeur. Écoutez, merci les gars. Merci à tous. Merci à tous. Jacques. Et puis, écoutez, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour parler de ce Grand Prix de Styrie. On va espérer qu'il sera palpitant comme un film de Steven Spielberg. Salut à tous. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Accélère!